3. Option de connexion de réseau étendue. 3.1. Option de connexion de liaison de réseau étendue. De nombreuses options d'implémentation de solutions de réseau étendu sont actuellement disponibles. Elles diffèrent au niveau de la technologie, de la vitesse et du coût. Il est important d'être familier avec ces technologies pour une bonne conception et une bonne évaluation du réseau. Les connexions de réseau étendu peuvent se trouver sur une infrastructure privée ou publique telle qu'Internet. Option de connexion de réseau étendu privé. Les connexions de réseau étendu privé incluent des options de liaison de communication dédiées et commutées. Liaison de communication dédiée. Lorsque des connexions dédiées permanentes sont requises, des lignes point à point sont utilisées, dont les capacités variées sont limitées uniquement par les installations physiques sous-jacentes, et la volonté des utilisateurs à payer pour ces lignes dédiées. Une liaison point à point fournit un chemin de communication de réseau étendu préétabli entre les locaux du client et une destination distante par l'intermédiaire du réseau du fournisseur d'accès. Les lignes point à point sont généralement louées à un opérateur et prennent le nom de ligne louée. Liaison de communication commutée. Les liaisons de communication commutées peuvent être à commutation de circuit ou de paquets. Liaison de communication à commutation de circuit. La commutation de circuit établit de façon dynamique une connexion virtuelle dédiée pour la voix ou les données entre un expéditeur et un récepteur. Avant que la communication ne soit établie, il est nécessaire d'établir la connexion via le réseau du fournisseur de services. Les connexions commutées analogiques, RTPC, et les lignes RMIS sont des exemples de liaisons de communication à commutation de circuit. Liaison de communication à commutation de paquets. De nombreux utilisateurs de réseaux étendus n'utilisent pas de façon optimale la bande passante fixe à leur disposition avec des circuits dédiés, commutés ou permanents, car le flux de données fluctue. Les fournisseurs d'accès disposent de réseaux de données permettant de desservir ces utilisateurs de façon plus appropriée. Dans ces réseaux à commutation de paquets, les données sont transmises dans des trames, des cellules ou des paquets libellés. Le relais de trame, ATM, X25 et Metro Ethernet, sont des exemples de liaisons de communication à commutation de paquets. Option de connexion de réseau étendu public. Des connexions publiques utilisent l'infrastructure Internet globale. Jusqu'à une période récente, Internet ne constituait pas une option de réseau fiable pour de nombreuses entreprises, en raison des risques de sécurité considérables associés, et du manque de garantie en termes de performance dans une connexion Internet de bout en bout. Cependant, avec le développement de la technologie de réseau privé virtuel, Internet est devenu une option peu coûteuse et sécurisée permettant de connecter des télétravailleurs et des bureaux distants pour lesquels les garanties en termes de performance ne sont pas essentielles. Les liaisons de connexion de réseau étendu Internet s'effectuent via des services à large bande tels que DSL, modem câblé. Les connexions sans fil à large bande et sont associées à la technologie de réseau privé virtuel pour garantir la confidentialité sur Internet. 3.2. Option de liaison de connexion dédiée. Ligne louée. Lorsque des connexions dédiées permanentes sont requises, une liaison point à point est utilisée pour fournir un chemin de communication de réseau étendu préétabli entre les locaux du client et une destination distante par l'intermédiaire du réseau du fournisseur d'accès. Les lignes point à point sont généralement louées à un opérateur et prennent le nom de ligne louée. Cette rubrique décrit comment les entreprises utilisent des lignes louées pour fournir une connexion de réseau étendu dédiée. Les lignes louées peuvent présenter des capacités variées et leur prix dépend généralement de la bande passante requise et de la distance entre les deux points de connexion. Les liaisons point à point sont généralement plus coûteuses que les services partagés tels que le relais de trame. Le coût des liaisons louées peut être important lorsqu'elles servent à connecter plusieurs sites répartis sur des grandes distances. Toutefois, le coût de la ligne louée est parfois compensé par les avantages qu'elle offre. L'aspect dédié de la ligne permet d'éviter la latence ou la gigue entre les points d'extrémité. Une disponibilité constante est essentielle à certaines applications, telles que la voix sur IP ou la vidéo sur IP. Le port série d'un routeur est requis pour chaque connexion sur ligne louée. Une unité CSU, DSU et le circuit provenant du fournisseur de services sont également requis. Les lignes louées offrent une connexion dédiée, permanente et sont largement utilisées pour construire des réseaux étendus.
Elle constitue traditionnellement le meilleur choix de connexion, mais présente plusieurs inconvénients. Les lignes louées offrent une capacité fixe. Cependant, le trafic est souvent variable, laissant inutiliser une partie de la capacité. Par ailleurs, chaque point d'extrémité requiert une interface physique séparée sur le routeur, ce qui augmente les coûts d'équipement. Toute modification de la ligne louée nécessite généralement une intervention sur le site par l'opérateur. 3.3 Option de connexion à commutation de circuit. Accès commuté analogique. Lorsque des transferts de données intermittents de faible volume sont nécessaires, les modems et les lignes téléphoniques commutées analogiques fournissent des connexions commutées de faible capacité dédiées. Cette rubrique décrit les avantages et les inconvénients de l'utilisation d'options de connexion commutée analogique, et identifie les types de scénarios professionnels qui bénéficient le plus de ce type d'option. La téléphonie traditionnelle utilise un câble de cuivre, appelé boucle locale, pour connecter le combiné téléphonique situé dans les locaux de l'abonné aux centrales téléphoniques, CO. Le signal de la boucle locale pendant une communication est un signal électronique variant continuellement, et qui constitue une traduction de la voix de l'abonné. Les boucles locales traditionnelles peuvent transporter des données informatiques binaires par le réseau téléphonique vocal au moyen d'un modem. Le modem module les données binaires en un signal analogique à la source, et démodule ce signal en données binaires, une fois arrivé à destination. Les caractéristiques physiques de la boucle locale, et sa connexion au RTCP, limitent le débit de ce signal à moins de 56 kbps par seconde. Pour les petites entreprises, cela peut s'avérer adéquat pour l'échange de chiffres de vente, de prix, de rapports de routine et de courriel. En utilisant la numérotation automatique, la nuit ou le week-end pour le transfert de gros fichiers et la sauvegarde de données, vous pouvez bénéficier de tarifs heure-creuse plus intéressants. Les tarifs sont fondés sur la distance entre les points d'extrémité, l'heure du jour et la durée de l'appel. Les avantages du modem et des lignes analogiques sont la simplicité, la disponibilité et le faible coût d'implémentation. Les inconvénients en sont les faibles débits et un temps de connexion relativement long. Le circuit dédié présente peu de délai de gigs pour le trafic point à point, mais le trafic vocal ou vidéo ne fonctionne pas de façon adéquate à des débits relativement faibles. RNIS, réseau numérique à intégration de services. Les réseaux RNIS constituent une technologie à commutation de circuits qui permet à la boucle locale d'un RNIS de transporter des signaux numériques, offrant ainsi des connexions commutées de plus haute capacité. RNIS fait passer les connexions internes du RTPC de signaux analogiques à des signaux numériques de multiplexage temporel, TDM, Time Division Multiplexed. Le multiplexage temporel permet le transfert de deux ou plusieurs signaux au flux de bits sous forme de sous-canaux dans un canal de communication. Les signaux semblent être transférés simultanément, alors que physiquement ils sont transférés à tour de rôle sur le canal. Un bloc de données de sous-canal 1 est transmis lors de la tranche de temps 1, un sous-canal 2 lors de tranche de temps 2, etc. Une trame TDM est constituée d'une tranche de temps par sous-canal. Le multiplexage temporel est décrit en détail au chapitre 2 intitulé Protocole PPP. Le réseau RNIS transforme la boucle locale en une connexion numérique TDM, ce qui permet à la boucle locale de transporter des signaux numériques offrant des connexions commutées de plus haute capacité. La connexion utilise des canaux BR à 64 kbps par seconde, B, pour transporter la voix ou les données, un canal delta de signalisation, D, destiné à la configuration de la communication et à d'autres fonctions. On distingue deux types d'interfaces RNIS. Interface de base RNIS, BRI. Le réseau RNIS est destiné aux utilisateurs individuels et aux petites entreprises et offre deux canaux B à 64 kbps par seconde et un canal D à 16 kbps par seconde. Le canal D du BRI est conçu pour contrôler et est souvent sous-utilisé car il n'a que deux canaux B à gérer. C'est pourquoi certains fournisseurs laissent le canal D transporter des données à bas débit, telles que les connexions X25 à 9,6 kbps par seconde. Accès primaire et prix, le réseau RNIS est également disponible pour des installations de plus grande taille. L'accès primaire offre 23 canaux B à 64 kbps par seconde et un canal D à 64 kbps par seconde en Amérique du Nord pour un débit total jusqu'à 1,544 Mbps par seconde. Ceci inclut une surcharge pour la synchronisation. En Europe,
En Australie et dans d'autres régions du monde, RMI Esprit offre 30 canaux B et un canal D, pour un débit total allant jusqu'à 2,048 Mbps par seconde, surcharge de synchronisation comprise. En Amérique du Nord, prix correspond à une connexion T1. Le débit du prix international correspond à une connexion E1J1. Pour les petits réseaux étendus, le RMI Esprit peut offrir un mécanisme de connexion idéal. La durée d'établissement de la communication du bruit est inférieure à une seconde, et son canal B à 64 kbps par seconde offre une capacité plus importante que celle d'une liaison par modem analogique. Si une capacité plus importante est nécessaire, il est possible d'activer un deuxième canal D, pour un total de 128 kbps par seconde. Bien qu'inadéquat pour la vidéo, ceci autorise plusieurs conversations vocales simultanées en plus du trafic de données. Une autre application courante du RMIS consiste à fournir des capacités supplémentaires en fonction des besoins à une connexion par ligne louée. La ligne louée est dimensionnée pour transporter des charges de trafic moyennes, et le RMIS vient s'y ajouter lors des périodes de pointe. La ligne RMIS est également utilisée comme ligne de secours en cas de défaillance de la ligne louée. Les tarifs RMIS sont calculés par canal D, et sont similaires à ceux des connexions analogiques vocales. Avec RMI Esprit, plusieurs canaux B peuvent être connectés entre deux points d'extrémité. Cela rend possible les vidéoconférences et les connexions de données à haut débit sans latence ni gigue. Plusieurs connexions peuvent finir par s'avérer très coûteuses sur de longues distances. Remarque, même si le réseau RMIS reste une technologie importante pour les réseaux de fournisseurs de services téléphoniques, sa popularité en tant qu'option de connexion Internet est actuellement en déclin, face à l'arrivée sur le marché de services DSL à haut débit et autres services à large bande. La section consumer d'industrie perspective des consommateurs et de l'industrie, du site http://en.wikipedia.org/wiki/ISBN, en anglais, fournit une discussion intéressante sur les tendances du système RMIS à travers le monde. 3.4 Option de connexion à commutation de paquets. Technologie courante de réseau étendu à commutation de paquets. Les technologies de commutation de paquets les plus utilisées aujourd'hui dans les réseaux étendus d'entreprise sont le relais de tram, ATM et X25 traditionnel. X25 est un protocole traditionnel de couche réseau qui fournit aux abonnés une adresse réseau. Des circuits virtuels peuvent être établis sur le réseau avec des paquets de requêtes d'appel vers l'adresse de destination. Le circuit virtuel commuté obtenu est identifié par un numéro de canal. Des paquets de données identifiés par le numéro de canal sont remis à l'adresse correspondante. Plusieurs canaux peuvent être actifs sur une seule connexion. Parmi les applications X25 typiques, on trouve les lecteurs de cartes sur point de vente. Ces lecteurs utilisent X25 en mode commuté pour valider les transactions sur un ordinateur central. Pour ces applications, le bas débit et la latence élevée ne constituent pas une préoccupation, car son coût peu élevé rend le X25 très économique. Les vitesses des liaisons X25 varient de 2400 bits à 2 Mbps par seconde. Cependant, les réseaux publics offrent généralement un débit faible, avec un maximum de 64 kbps par seconde. Les réseaux X25 sont désormais en fort déclin, et sont progressivement remplacés par des nouvelles technologies de couche de telles que le relais de tram, ATM et ADSL. Cependant, ils sont encore utilisés dans de nombreuses régions en voie de développement, où l'accès aux nouvelles technologies est restreint. Relais de tram. Bien que la configuration réseau semble similaire à celle de la technologie X25, le relais de tram se distingue d'un réseau X25 sur plusieurs points. Avant tout, il s'agit d'un protocole bien plus simple, qui fonctionne au niveau de la couche liaison de données au lieu de la couche réseau. Le relais de tram n'implémente aucun contrôle d'erreur de flux. La gestion simplifiée des trams entraîne une réduction de la latence, et des mesures prises pour éviter l'accumulation des trams sur les commutateurs intermédiaires permettent de réduire les phénomènes de gigue. Le relais de tram offre des débits de données pouvant aller jusqu'à 4 Mbps par seconde, certains fournisseurs proposant même des débits supérieurs. Les circuits virtuels de relais de tram sont identifiés de manière unique par un DLCI, qui garantit une communication bidirectionnelle entre le périphérique TTD et un autre appareil. La plupart des connexions de relais de tram sont des circuits virtuels permanents, et non des circuits virtuels commutés. Le relais de tram fournit un débit partagé moyen pouvant transporter du trafic vocal et de données.
La technologie de relais de tram s'avère idéale pour connecter les réseaux locaux d'entreprise. Le routeur du réseau local ne nécessite qu'une interface, même avec plusieurs circuits virtuels. La courte ligne louée vers la périphérie du réseau de relais de tram autorise des connexions économiques entre des réseaux locaux largement dispersés. Le relais de tram est décrit en détail au chapitre 3 intitulé Protocole Frame Relay. ATM. ATM, Asynchronous Transfer Mode, mode de transfert asynchrone, est capable de transférer la voix, la vidéo et les données par des réseaux privés et publics. Elle est fondée sur une architecture à cellules, et non une architecture à trame. Les cellules ATM présentent toujours une longueur fixe de 53 octets. La cellule ATM de 53 octets contient un en-tête ATM de 5 octets, suivi de 48 octets de données utiles ATM. Les petites cellules de longueur fixe sont bien adaptées au transport du trafic vocal et vidéo, car ce trafic ne tolère pas les délais. En effet, le trafic vidéo et vocal n'a pas à attendre la fin de transmission d'un paquet de données de plus grande taille. La cellule ATM de 53 octets est moins efficace que les trams et paquets de plus grande taille de relais de tram et de X25. Par ailleurs, la cellule ATM comporte au moins 5 octets de surcharge pour chaque ensemble de données utiles de 48 octets. Quand la cellule transporte des paquets de couches réseau segmentées, la surcharge est plus importante, car le commutateur ATM doit être en mesure de regrouper les paquets au niveau de la destination. Une ligne ATM typique nécessite un débit presque 20% plus important que celui du relais de tram pour transporter le même volume de données de couches réseau. Conçue pour être hautement extensible, la technologie ATM peut prendre en charge des vitesses de liaison de T1, E1 à E12, 622 Mbps par seconde, voire plus. ATM offre des circuits virtuels permanents et des circuits virtuels commutés, bien que les PVC soient plus courants avec les réseaux étendus. Tout comme les autres technologies partagées, ATM accepte plusieurs circuits virtuels sur une seule connexion par ligne louée vers la périphérie du réseau. 3.5 Options de connexion Internet. Service à large bande. Les options de connexion à large bande sont généralement utilisées pour connecter via Internet des télétravailleurs au site de l'entreprise. Les options disponibles sont les suivantes: câble, DSL et sans fil. DSL. DSL est une technologie de connexion permanente qui utilise les lignes téléphoniques à Petershead existantes pour transporter des données à haut débit et fournir des services IP aux abonnés. Un modem DSL convertit un signal Ethernet provenant d'un périphérique d'utilisateur en signal DSL, qui est transmis aux centrales téléphoniques. Plusieurs lignes d'abonnés DSL sont multiplexées en une liaison unique et à haute capacité au moyen d'un multiplexeur d'accès DSL, DSLM, dans les locaux du fournisseur d'accès. Les DSLM incorporent la technologie TDM pour agréger un grand nombre de lignes d'abonnés sur un support moins encombrant, généralement une connexion T3, DS3. Les technologies DSL actuelles utilisent des techniques de codage et de modulation sophistiquées pour obtenir des débits de données pouvant atteindre 8,192 Mbps par seconde. Il existe une grande diversité de types, normes et normes émergentes DSL. Il constitue désormais un choix populaire pour les services informatiques d'entreprise desservant des télétravailleurs. Un abonné ne peut généralement pas choisir de se connecter directement au réseau d'une entreprise. Il doit en effet d'abord se connecter à un fait, puis une connexion IP est établie à l'entreprise via Internet. Les risques encourus en termes de sécurité lors de ce processus peuvent être tempérés par des mesures de sécurité. Modem câble. Le câble coaxial est très répandu dans les zones urbaines pour distribuer des signaux de télévision. Un accès réseau est disponible sur certains réseaux de télévision câblés. Il offre une bande passante plus importante que la boucle locale téléphonique conventionnelle. Les modems câbles offrent une connexion permanente et sont faciles à installer. L'abonné connecte un ordinateur ou un routeur de réseau local au modem câble, qui traduit les signaux numériques en fréquence à large bande utilisés pour la transmission sur un réseau de télévision câblé. Le bureau local de télévision câblée, appelé tête de réseau câblé, comprend le système informatique et les bases de données requis pour fournir l'accès Internet. Le composant le plus important situé au niveau de la tête de réseau est le système de terminaison du modem câble, CMTS, qui envoie et reçoit des signaux numériques du modem câble sur un réseau câblé, et est requis pour fournir des services Internet aux abonnés du câble.
Les abonnés au modem câble doivent utiliser le fait associé au fournisseur d'accès. Tous les abonnés locaux partagent la même bande passante. À mesure que des utilisateurs rejoignent le service, la bande passante disponible peut être inférieure au débit attendu. Sans fil à large bande. La technologie sans fil utilise le spectre des radiofréquences sans licence pour envoyer et recevoir des données. Le spectre sans licence est accessible à toutes les personnes disposant d'un routeur sans fil et d'un appareil équipé de la technologie sans fil. Jusqu'à une période récente, l'accès sans fil était limité par l'obligation de se trouver dans une portée de transmission locale, généralement moins de 30 mètres, d'un routeur ou d'un modem relié par une connexion filaire Internet. Les récentes améliorations de la technologie sans fil à large bande ont changé la donne. Wi-Fi municipal, de nombreuses villes commencent à configurer des réseaux sans fil au niveau des municipalités. Certains de ces réseaux fournissent un accès Internet à haut débit, gratuitement pour une somme largement inférieure aux autres services à large bande. D'autres réseaux sont destinés à l'usage de la ville uniquement, notamment aux services de police, ou de pompiers et à d'autres employés municipaux, pour gérer certains aspects de leur travail quotidien à distance. Pour se connecter à un Wi-Fi municipal, un abonné doit disposer d'un modem sans fil, qui fournit une antenne de radio et directionnelle plus puissante que les adaptateurs sans fil traditionnels. La plupart des fournisseurs de services proposent l'équipement nécessaire gratuitement moyennant des frais, comme avec des modems DSL ou câbles. WiMAX, la nouvelle technologie d'interopérabilité mondiale pour l'accès micro-ondes, Worldwide Interoperability for Microwave Access, commence seulement à être utilisée. Elle est spécifiée par la norme LE 802.16. WiMAX fournit un service à large bande et à haut débit avec un accès sans fil et offre une couverture étendue similaire au réseau d'un téléphone portable, par opposition à des points d'accès sans fil Wi-Fi limités. WiMAX fonctionne de la même manière que la technologie Wi-Fi, mais à des vitesses plus élevées, sur des plus grandes distances et pour un nombre d'utilisateurs plus important. Elle utilise des tours WiMAX similaires aux tours de téléphone portable. Pour accéder à un réseau WiMAX, les utilisateurs doivent s'abonner auprès d'un fait, via une tour WiMAX située dans un rayon de 15 km de leur emplacement. Ils doivent également posséder un ordinateur compatible WiMAX, et un code de chiffrement spécifique, leur permettant d'accéder à la station de base. Internet par satellite, utilisé généralement par des utilisateurs situés dans des zones rurales où les connexions câblées ou DSL ne sont pas disponibles. Une antenne parabolique fournit des communications de données bidirectionnelles, chargement et téléchargement. La vitesse de chargement représente environ un dixième de la vitesse de téléchargement, qui est de 500 kbps par seconde. Les connexions câblées DSL présentent des vitesses de chargement plus élevées, mais les systèmes par satellite sont 10 fois plus rapides qu'un modem analogique. Pour accéder à des services Internet par satellite, les abonnés doivent posséder une antenne parabolique, deux modems, liaison montante et liaison descendante, et des câbles coaxiaux reliant l'antenne au modem. Les services par DSL, câblés sans fil sont décrits en détail au chapitre 6 intitulé Services de télétravail. Technologie de réseau privé virtuel. L'utilisation par un télétravailleur, ou un bureau distant de service à large bande pour accéder au réseau étendu d'une entreprise présente des risques en termes de sécurité. Pour répondre à ces préoccupations de sécurité, les services à large bande offrent la possibilité d'utiliser des connexions de réseau privé virtuel vers un serveur de réseau privé virtuel, généralement situé dans les locaux de l'entreprise. Un réseau privé virtuel est une connexion chiffrée entre des réseaux privés sur un réseau public tel qu'Internet. Au lieu d'utiliser une connexion de couche 2 dédiée telle qu'une ligne louée, un réseau privé virtuel utilise des connexions virtuelles appelées tunnels de réseau privé virtuel, qui sont acheminées via Internet depuis le réseau privé de l'entreprise vers le site distant de l'hôte de l'employé. Avantages du réseau privé virtuel. Le réseau privé virtuel présente notamment les avantages suivants. Économique, les réseaux privés virtuels permettent aux organisations d'utiliser le réseau Internet global pour connecter des bureaux et des utilisateurs distants aux locaux principaux d'une entreprise, éliminant ainsi le besoin de liaison de réseaux étendus dédiés et de banques de modems. Sécurité, les réseaux privés virtuels fournissent un niveau de sécurité optimal en utilisant des protocoles avancés de chiffrement et d'authentification, qui protègent les données contre des accès non autorisés. Extensibilité, étant donné que les réseaux privés virtuels utilisent l'infrastructure Internet au sein des périphériques et des faits, il est très facile d'ajouter des nouveaux utilisateurs.
Les grandes entreprises peuvent ajouter des volumes importants de capacités sans ajouter d'infrastructures importantes. Compatibilité avec la technologie à large bande. La technologie de réseau privé virtuel est prise en charge par des fournisseurs de services à large bande tels que DSL et câbles, de sorte que les travailleurs mobiles et les télétravailleurs peuvent profiter de leurs services Internet à haut débit à domicile pour accéder au réseau de leur entreprise. Des connexions de qualité professionnelle et à haut débit peuvent également être une solution rentable pour connecter des bureaux distants. Type d'accès de réseau privé virtuel. Il existe deux types d'accès de réseau privé virtuel. 0 réseau privé virtuel de site à site. Ce type de réseau privé virtuel connecte la totalité des réseaux entre eux. Ils peuvent par exemple connecter le réseau d'une succursale au réseau du siège social d'une entreprise, comme illustré dans la figure. Chaque site est doté d'une passerelle de réseau privé virtuel, tel qu'un routeur, un pare-feu, un concentrateur de réseau privé virtuel, ou un dispositif de sécurité. Dans la figure, une succursale distante utilise un réseau privé virtuel de site à site pour se connecter au siège social. 0 réseau privé virtuel à accès à distance. Les réseaux privés virtuels à accès à distance permettent à des hôtes individuels, tels que des télétravailleurs, des utilisateurs mobiles et des utilisateurs extranets d'accéder en toute sécurité au réseau d'une entreprise via Internet. Chaque hôte dispose généralement d'un logiciel client de réseau privé virtuel chargé, ou utilise un client basé sur le web. Cliquez sur le bouton réseau privé virtuel à accès à distance, ou sur le bouton réseau privé virtuel de site à site dans la figure pour afficher un exemple de chaque type de connexion de réseau privé virtuel. Metro Ethernet. Metro Ethernet est une technologie de réseau en rapide évolution, qui étend Ethernet au réseau public géré par des sociétés de télécommunications. Les commutateurs Ethernet compatibles IP permettent à des fournisseurs de services d'offrir aux entreprises des services convergés de voix, de données et vidéos tels que la téléphonie IP, la lecture audio en continu, le traitement de l'image et le stockage de données. En étendant Ethernet à la zone métropolitaine, les entreprises peuvent fournir à leurs bureaux distants un accès fiable aux applications et données situées sur le réseau local du siège social. Les avantages de Metro Ethernet sont notamment 0 réduction des dépenses et d'administration. Metro Ethernet fournit un réseau commuté à large bande passante de couches capable de gérer des données et des signaux vocaux et vidéo sur une seule et même infrastructure. Cette caractéristique augmente la bande passante et élimine les conversions coûteuses vers ATM et le relais de tram. Elle permet par ailleurs aux entreprises de connecter entre eux et Internet de nombreux sites au sein d'une zone métropolitaine, le tout à faible coût. Intégration simplifiée avec les réseaux existants. Metro Ethernet se connecte facilement aux réseaux locaux Ethernet existants, réduisant les coûts et la durée d'installation. Productivité d'entreprise améliorée. Grâce à Metro Ethernet, les entreprises profitent d'applications IP d'amélioration de la productivité, souvent difficiles à implémenter sur des réseaux TDM ou de relais de tram, tels que les communications IP hébergées, la voix sur IP et la lecture vidéo en continu et la diffusion vidéo. Sélection d'une connexion de liaison de réseau étendue. Maintenant que nous avons découvert les nombreuses options de connexion de réseau étendue, comment choisit-on la technologie la plus adaptée aux exigences d'une entreprise spécifique? La figure ci-contre compare les avantages et inconvénients des options de connexion de réseau étendue que nous avons abordées dans ce chapitre. C'est un bon début. Par ailleurs, pour faciliter la prise de décision, voici quelques questions à se poser avant de choisir une option de connexion de réseau étendu. Quel est l'objectif du réseau étendu? Souhaitez-vous connecter des succursales dans une même zone urbaine, connecter des succursales distantes, vous connecter à une succursale unique, vous connecter à des clients, à des partenaires commerciaux, ou une combinaison de ces configurations? Si le réseau étendu est destiné à fournir à des clients autorisés, ou des partenaires commerciaux, un accès limité au réseau intranet de l'entreprise, quelle est la meilleure option? Quelle est la portée géographique? Est-elle locale, régionale, globale, une à une succursale unique, une vers plusieurs succursales distribuées? Selon la portée, certaines options de connexion de réseau étendu sont plus adaptées que d'autres. Quelles sont les exigences de trafic? Les exigences suivantes en matière de trafic doivent être prises en compte. Le type de trafic,
Données uniquement, voix sur IP, vidéo, fichiers volumineux, fichiers en lecture continue, détermine les exigences en termes de qualité et de performance. Par exemple, si vous envoyez un volume important de données vocales ou de trafic vidéo en lecture continue, ATM est le protocole idéal. Les volumes de trafic dépendant du type, voix, vidéo ou données, pour chaque destination déterminent la capacité de bande passante requise pour la connexion de réseau étendue au fait. Les exigences en matière de qualité peuvent limiter votre choix. Si le trafic est très sensible à la latence et à la gigue, vous pouvez éliminer toutes les options de connexion de réseau étendu qui ne peuvent pas garantir la qualité escomptée. Les besoins de sécurité, intégrité, confidentialité et sécurité des données sont également un facteur important, si le trafic est de nature hautement confidentielle, ou s'il fournit des services essentiels, tels que des réponses à des situations d'urgence. Le réseau étendu doit-il utiliser une infrastructure privée ou publique ? Une infrastructure privée offre une sécurité et une confidentialité optimales, tandis que l'infrastructure Internet publique se traduit par une plus grande flexibilité et des frais moins importants. Votre choix est déterminé par l'objectif du réseau étendu, les types de trafic acheminé, et le budget disponible. Par exemple, si le but est de fournir à une succursale proche des services sécurisés à haut débit, une connexion dédiée ou comité privé peut être préférable. Si l'objectif est de connecter de nombreuses succursales, un réseau étendu public utilisant Internet est peut-être la solution idéale. Pour les opérations distribuées, une combinaison d'options peut être appropriée. Un réseau étendu privé doit-il être dédié ou commuté ? Les transactions volumineuses en temps réel ont des exigences spécifiques, telles que le trafic circulant entre le centre de calcul et le siège social, qui peuvent privilégier une ligne dédiée. Si vous vous connectez à une succursale locale, vous pouvez utiliser une ligne louée dédiée. Cependant, cette option peut s'avérer très coûteuse pour un réseau étendu connectant plusieurs bureaux. Le cas échéant, une connexion commutée est préférable. Pour un réseau étendu public, quel type d'accès de réseau privé virtuel est requis ? Si le rôle du réseau étendu est de connecter un bureau distant, un réseau privé virtuel de site à site est le choix idéal. Pour connecter des télétravailleurs ou des clients, les réseaux privés virtuels d'accès à distance se révèlent être une meilleure option. Si un réseau étendu dessert un mélange de bureaux distants, de télétravailleurs et de clients autorisés, tels qu'une entreprise globale exerçant des activités distribuées, une combinaison des options de réseau privé virtuel peut être requise. Quelles options de connexion sont disponibles localement ? Dans certaines zones, toutes les options de connexion de réseau étendu ne sont pas disponibles. Le cas échéant, votre processus de sélection est simplifié, même si le réseau étendu choisi risque de fournir des performances moyennes. Ainsi, dans une zone rurale ou éloignée, la seule option peut être l'accès Internet par satellite à large bande. Combien coûtent les options de connexion disponibles ? Selon l'option choisie, le réseau étendu peut représenter une source de dépenses importante. Le coût d'une option spécifique peut être évalué par rapport au niveau de satisfaction des autres exigences. Par exemple, une ligne louée dédiée est l'option la plus coûteuse, mais cette dépense peut être justifiée si la sécurisation des transmissions de volumes élevés de données en temps réel est une priorité. Pour les applications moins exigeantes, une option de connexion commutée ou d'Internet moins coûteuse peut convenir. Comme vous pouvez le voir, de nombreux facteurs doivent être pris en considération lors de la sélection de la connexion de réseau étendu appropriée. Grâce aux consignes ci-dessous, ainsi qu'à celles fournies par l'architecture d'entreprise Cisco, vous devez être en mesure de choisir une connexion de réseau étendu adaptée aux exigences de divers scénarios professionnels. 5 résumés. Un réseau étendu est un réseau de communication de données qui fonctionne au-delà de l'étendue géographique d'un réseau local. En évoluant, les entreprises recrutent des employés supplémentaires, ouvrent de nouvelles succursales et se développent sur des marchés globaux, ce qui se traduit par des nouvelles exigences en matière de services intégrés. Ces exigences commerciales conditionnent les exigences de réseau. L'architecture d'entreprise Cisco se développe sur le modèle de conception hiérarchique en divisant le réseau d'une entreprise en zones physiques, logiques et fonctionnelles. L'implémentation d'une architecture d'entreprise Cisco fournit un réseau robuste et sécurisé hautement disponible, et qui permet le déploiement de réseaux convergés. Les réseaux étendus fonctionnent en fonction du modèle de référence OSI, principalement sur les couches 1 et 2.
Les équipements qui mettent des données sur la boucle locale sont dénommés équipements de terminaison de circuit de données, ETCD, ou équipements de communication de données, DCE. Les équipements qui transmettent les données au DCE sont appelés équipements terminaux de traitement de données, ETTD. Le DCE sert essentiellement d'interface entre le TTD et la liaison de communication située dans le nuage du réseau étendu. Le point de démarcation physique est l'endroit où la responsabilité en termes de connexion passe de l'utilisateur au fournisseur de services. Les protocoles de la